Les mains d'un homme tremblent alors qu'il insère avec précaution de la nitroglycérine dans un trou percé dans la roche. Suspendu haut au-dessus de la dangereuse nature sauvage de la Sierra Nevada dans un panier tissé de roseaux, il lève les yeux vers la falaise granitique impitoyable et abrupte qui se dresse au-dessus de lui. Le sifflement d'une allumette est suivi du crépitement d'un fusible qui s'enflamme. Il envoie son signal, un sifflement fort, pour que les hommes tenant le panier commencent à le hisser. Il ne peut qu'espérer qu'il l'ait entendu malgré le vent, alors que le feu commence à se rapprocher des explosifs. Mais le panier ne bouge pas. Il siffle de nouveau, alors que la flamme continue de se rapprocher de plus en plus du trou dans la falaise, mais son panier ne bouge toujours pas. Son pouls bat dans ses oreilles, il siffle frénétiquement et commence à crier. Que pourrait-il se passer ? Que pourrait-il se passer ? Est-ce ainsi que cela se terminera pour lui ? Désintégré contre une falaise à 1000 miles de chez lui, en pleine nature. Mais alors, une soudaine secousse sur la corde le ramène à l'espoir. Le panier commence à monter, agonisant, douloureusement lent. Ses yeux se ferment étroitement. Il se prépare à l'explosion, son souffle coincé dans sa poitrine, se demandant s'il s'en sortira vivant. La construction du chemin de fer transcontinental a été un exploit de la force humaine, de l'ambition et de l'ingénierie, ainsi qu'une histoire d'une corruption et d'une mort incroyables. Aujourd'hui, nous allons plonger dans l'histoire des personnes courageuses, de la grande course et des tragédies horrifiques qui ont créé le chemin de fer qui a relié l'ensemble des États-Unis. Venez découvrir l'histoire de la construction du chemin de fer transcontinental. Bien avant que la Californie ne devienne une partie des États-Unis, un homme a envisagé une idée radicale qui changerait le cours de l'histoire. Le marchand Asa Whitney rêvait d'un chemin de fer reliant la côte ouest au reste du pays. En 1844, au retour d'une expédition commerciale en Chine, Whitney a eu une épiphanie. Et si l'Amérique pouvait construire un chemin de fer s'étendant d'est en ouest, et ouvrir les énormes possibilités commerciales avec le marché chinois ? À cette époque, un voyage de New York à la côte ouest des États-Unis signifiait l'une de ces trois choses. Un choix était de naviguer jusqu'à l'isthme de Panama, de vous décharger vous-même et votre cargaison, de traverser la jungle étouffante et dangereuse par terre, puis de tout recharger sur un autre navire pour continuer le voyage. Une autre était d'embarquer pour un voyage en mer de plusieurs mois, endurant les eaux agitées et les vents glacés, alors que vous naviguiez tout autour de la pointe sud de l'Amérique du Sud, le Cap Horn. La troisième option était de braver la piste de l'Oregon, une éprouvante randonnée à travers des terrains dangereux, des conditions météorologiques extrêmes et le risque constant d'épuisement ou d'attaque. Les navires mettaient 43 jours pour aller de New York à San Francisco par l'isthme et 198 jours pour aller de New York à Monterey en contournant le Cap Horn en Amérique du Sud. La survie n'était pas garantie, car les eaux du Cap Horn ont tristement causé le naufrage de plus de 800 navires depuis les années 1500. La piste de l'Oregon était également semée de dangers. Le voyage était long, prenant en moyenne 4 à 6 mois. Si les voyageurs ne mouraient pas du choléra ou de la dysenterie, il y avait un risque de mourir de faim ou de geler à mort. Asa Whitney savait qu'il devait y avoir une meilleure façon d'aller vers l'ouest. Alors, en 1845, il a demandé au Congrès un terrain le long d'une route à l'ouest du lac Michigan pour construire son chemin de fer, et a promis qu'il serait autofinancé. Les colons achèteraient des terres le long des voies ferrées, et cet argent servirait à la construction. Lorsque le Congrès a examiné l'audacieuse proposition d'Asa Whitney, il ne l'a pas rejetée d'emblée. Son premier train à vapeur aux États-Unis fut rejeté comme pure fantaisie. N'avait commencé à fonctionner qu'en 1830, et il cahotait sur 13 miles de voies de Baltimore à quelques moulins locaux. L'idée de construire un chemin de fer à travers tout l'ouest des États-Unis, vaste et peu compris, semblait extravagante, mais Asa Whitney n'était pas du genre à abandonner facilement. Non découragé par le rejet, il s'est lancé dans une campagne de publicité acharnée de 6 ans, plaidant sans relâche pour sa vision d'un chemin de fer transcontinental. Pourtant, malgré sa détermination, le Congrès a rejeté sa proposition une dernière fois en 1851. Whitney s'est éloigné, ignorant que son rêve, rejeté comme impossible, inspirerait bientôt d'autres à le transformer en réalité. En 1848, la découverte de l'or à l'ouest a déclenché une frénésie. Des milliers de chercheurs d'or ont afflué en Californie, poursuivant des rêves de fortune et une vie meilleure. Parmi ceux qui observèrent le chaos se dérouler, il y avait l'homme d'affaires Charles Lincoln Wilson, qui a réalisé quelque chose de critique. L'Ouest avait besoin d'un moyen de relier ses centres animés. Un chemin de fer était devenu une nécessité, plus seulement une idée.
En 1854, il a engagé un jeune arpenteur de chemin de fer de New York, Theodore Judah, pour aller en Californie et comprendre comment le construire. Personne ne savait que ce petit projet se transformerait en quelque chose de bien plus grand, et le nom de Judah entrerait dans l'histoire. Sous la direction de Judah, le chemin de fer de la vallée de Sacramento a été construit, reliant les champs d'or à la ville. Et grâce à cela, le jeune ingénieur a réalisé qu'il voulait entreprendre un projet bien plus grand, le chemin de fer transcontinental. Il a exposé son plan à Washington. Mais bien que le Congrès était maintenant plus ouvert à l'idée, ils avaient un autre problème avec celle-ci. Les politiciens du Nord s'opposaient donc farouchement à toute voie à travers le Sud, craignant qu'elle n'enrichisse les États esclavagistes qui menaçaient déjà de se séparer. Pendant ce temps, les politiciens du Sud refusaient de soutenir une voie du Nord, ne voulant pas donner le pouvoir économique à leur ennemi idéologique. Désespéré pour briser l'impasse, Judah a proposé un compromis audacieux, un chemin de fer le long du 40 et 1e parallèle, faisant la différence entre le Nord et le Sud. Lorsque les politiciens ont entendu son plan, il a été immédiatement rejeté. La ligne de Judah devrait traverser plusieurs ravins profonds et passer directement à travers la chaîne de montagnes Granite Sierra Nevada. Cela nécessiterait un exploit d'ingénierie qui n'avait littéralement jamais été réalisé auparavant aux États-Unis. Mais Judah restait persuadé que son trajet était optimal. Il lui fallait juste trouver un moyen de traverser les Sierras abruptes et indomptables. Le hasard le fait rencontrer Daniel Dogstrong, un commerçant du Dodge Flat qui assure à Judah qu'il connaît le meilleur moyen de traverser les montagnes, par le col Donner. Judah vérifia l'endroit et réalisa qu'il avait trouvé son chemin. Mais le problème du financement persistait. En 1860, il sollicita les hommes d'affaires de Sacramento pour obtenir des fonds, et trouva finalement 4 visionnaires partageant sa croyance dans le potentiel du chemin de fer. Charles Crocker, Leland Stanford, Collis Huntington et Mark Hopkins. Collectivement, ils ont été surnommés les Big Four. On a promis à Judah un nombre de parts, équivalent à celui des hommes d'affaires, mais leur relation de travail allait bientôt se dégrader. Cependant, sur le plan politique, une grande percée a eu lieu. Le 1er juillet 1862, le président Lincoln a signé l'acte de chemin de fer du Pacifique. Essayant de rester à flot au milieu de la guerre civile, Lincoln croyait qu'un chemin de fer transcontinental unirait le pays, joignant l'Est et l'Ouest, et prouvant les États-Unis, pourrait fonctionner en tant que tout. De plus, une invention récente, surprenante et importante était apparue qui permettrait la construction du chemin de fer, le télégraphe. La première ligne de télégraphe transcontinental a été achevée en 1861. Elle a permis une communication presque instantanée entre les ingénieurs, les dirigeants d'entreprises et les travailleurs sur le terrain qui pouvaient désormais communiquer à travers de vastes distances avec précision. C'était un exploit qui était impensable quelques années plus tôt. Judah était exalté par le passage de la loi sur les chemins de fer, mais savait qu'il restait encore beaucoup de travail à accomplir. Il a télégraphié à ses partenaires et a dit « Nous avons dessiné l'éléphant, voyons maintenant si nous pouvons le harnacher ». La loi sur le chemin de fer du Pacifique stipulait que 2 entreprises construiraient le chemin de fer, l'une vers l'est depuis Sacramento et l'autre vers l'ouest depuis le Missouri. Selon l'acte, les entreprises pouvaient réclamer des subventions en obligations et terres fédérales. Elles avaient à gagner 6400 acres pour chaque mile de voie posée, 16 000 $ en obligations par mile en subvention pour la plaine, 32 000 $ par mile posé dans les collines, et 48 000 $ par mile posé dans des terrains montagneux. À l'époque, 48 000 $ équivalent à presque 1 400 000 dans l'argent d'aujourd'hui. Ces incitations ont déclenché une féroce concurrence entre 2 entreprises ferroviaires, chacune se précipitant pour poser des voies plus rapidement et plus loin que l'autre. Le prix d'immenses étendues de terre et des obligations gouvernementales lucratives qui pourraient faire ou défaire leur fortune. Lincoln a approuvé un itinéraire planifié suggéré par l'ingénieur Granville Dodge qui partirait de Council Bluffs, Iowa, et se dirigerait vers l'ouest le long de la North Fork au Nebraska. Ces plans seraient bientôt mis à l'épreuve à cause de l'avidité d'un homme. Mais pour l'instant, le terrain était préparé pour l'une des plus grandes compétitions que le monde ait jamais vues. Le 8 janvier 1863, le chemin de fer du Pacifique central, a commencé les travaux à Sacramento, sur la ligne qui relierait l'ensemble des États-Unis. Plus tard la même année en décembre, le chemin de fer du Pacific Union, le Union Pacific Railroad, célébrerait son propre lancement, partant vers l'ouest d'Omaha, Nebraska. La course pour bâtir le chemin de fer transcontinental était engagée. Bien que le chemin de fer du Pacifique central ait pris un bon départ, ils avaient aussi un inconvénient.
L'itinéraire occidental était beaucoup plus difficile, avec des ravins et des montagnes. Mais le premier accroc est survenu du côté de l'Union Pacifique, et il était de taille. Même si l'entreprise a célébré le début de ses travaux en décembre 1863, elle n'a en fait posé sa première voie qu'en 10 juillet 1865. La cause principale de ces retards était Thomas N. Durand, homme d'affaires local et ex-médecin. Durand a contourné les réglementations limitant les achats d'actions, acquérant une participation majoritaire dans l'Union Pacifique. Une fois au contrôle, il s'est concentré sur l'exploitation de l'entreprise pour servir ses propres intérêts financiers, retardant ainsi les progrès du projet. Durand a d'abord utilisé son influence pour déplacer le point de départ du chemin de fer à Omaha, où il avait des intérêts commerciaux, suscitant des questions de la part de son ingénieur en chef. Commencer depuis Omaha a également permis d'éviter de devoir construire un pont sur la rivière de Council Bluff à Omaha. Et ce ne serait pas loin d'être la seule action controversée que Durand prendrait. Pas disposé à risquer son propre argent dans la construction du chemin de fer, Durand a créé une entreprise appelée Crédit Mobilier d'Amérique pour absorber le risque financier. Bien qu'il semble être un entrepreneur indépendant, le Crédit Mobilier était en réalité une façade gérée par des investisseurs du Union Pacifique, y compris Durand lui-même, plusieurs autres hommes d'affaires, et même des membres du Congrès. L'entreprise facturait au gouvernement des frais ridiculement élevés, afin de récupérer la différence et d'assurer que les investisseurs gagnent de l'argent chaque jour de construction, avant même que le chemin de fer ne soit terminé. Parallèlement, la guerre civile en cours accaparait l'essentiel du capital privé sur lequel l'entreprise comptait pour financer le chemin de fer. Bien que la compagnie du Central Pacific ait réalisé de meilleurs progrès, l'avancement était lent. Le chemin de fer devait traverser la Sierra Nevada, une chaîne de montagnes de plus de 14 000 pieds, principalement composée de granit. La Grande-Bretagne n'était pas limitée à l'est du chemin de fer. Sur le front occidental, les tensions s'intensifiaient au sein du Central Pacific, Judas et les quatre grands étant de plus en plus en désaccord. Judas a découvert que ses partenaires exploitaient des failles, attribuaient des contrats lucratifs à leurs propres entreprises et manipulaient des faits pour gonfler leurs profits. Les quatre grands ont vite saisi comment exploiter les subventions de la loi sur le chemin de fer du Pacifique pour accroître leurs bénéfices. Que les contreforts de la Sierra commençaient plusieurs miles plus tôt qu'en réalité, ils ont obtenu plus d'argent du gouvernement. Selon le système de subvention, les voies ferrées posées sur les collines rapportaient 2 fois plus que celles sur les terres plates. Avec l'Ouest américain encore largement inexploré et mal compris à l'époque, il y avait peu de contrôle de leurs affirmations, leur permettant d'exploiter le système sans contestation. Judas s'est élevé avec force contre la corruption croissante au sein du Central Pacific, refusant de rester silencieux alors que ses partenaires exploitaient le projet pour leurs gains personnels. Cependant, sa résistance s'est heurtée à un ultimatum brutal, s'aligner sur leurs manœuvres ou vendre sa part dans l'entreprise, malgré le fait que le chemin de fer avait été sa vision dès le début. Déterminé à reprendre le contrôle, Judas entreprit le difficile voyage à travers l'isthme de Panama en 1863 pour atteindre New York, où il espérait trouver de nouveaux investisseurs qui partageaient son engagement envers l'intégrité du projet. Malheureusement, il ne reviendrait jamais pour voir son rêve devenir réalité. Il a contracté la fièvre jaune à Panama, tombant malade pendant des semaines avant de finalement mourir dans une chambre d'hôtel à New York. Le Central Pacific Railroad faisait maintenant face à un défi de taille, une importante pénurie de travailleurs. Les conditions de travail éreintantes, les heures interminables sous un soleil de vallée brûlant et dans des vents de montagnes glaciaux sans fin prévus à l'horizon rendaient presque impossible l'attraction de travailleurs. L'incertitude quant au nombre d'années que pourrait durer la construction ne faisait qu'aggraver la difficulté, car peu étaient disposés à endurer de tels environnements punitifs pour une période indéfinie. Au début de 1865, les Big Four estimaient avoir besoin de 4000 travailleurs pour répondre aux exigences de la construction. Pourtant, à tout moment, ils n'avaient d'aide que 800 ouvriers, dont la majorité étaient des immigrants irlandais. Alors que le chemin de fer se dirigeait vers l'est jusqu'à la frontière entre la Californie et le Nevada, le manque de main-d'œuvre s'est accentué. De nombreux travailleurs, tentés par la perspective de s'enrichir dans les mines d'or et d'argent à proximité, ont abandonné leurs postes en masse, laissant le Central Pacific en difficulté pour maintenir la construction sur la bonne voie. Les travailleurs ont également commencé à demander plus d'argent, mettant davantage à mal les finances. En 1865, la pénurie de main-d'œuvre avait atteint un point de crise, laissant les contremaîtres et les propriétaires sans solution. C'est alors que Charles Crocker, un des Big Four, a proposé une idée au gestionnaire de travail James Strawbridge.
embaucher certains des milliers d'immigrants chinois vivant en Californie. Cependant, Strawbridge a résisté à l'idée. Sa ténacité, combinée à des préjugés profondément enracinés, l'a amené à écarter les travailleurs chinois comme étant inaptes à un tel travail exigeant. Mais ne voyant aucune autre solution, Strawbridge a cédé et a embauché 50 Chinois sur une base d'essai. Finalement, les Chinois constituaient la majorité des travailleurs du Central Pacific Railroad, certains d'entre eux étant directement ramenés de Chine. Les travailleurs chinois ont subi un traitement épouvantable sur le chemin de fer. Initialement payés 27 $ par mois, plus tard augmentés à 30 $, ils devaient découvrir le coût de leur propre logement et nourriture. En comparaison, les travailleurs irlandais gagnaient 35 $ mensuels, logés et nourris. Pour tenir compte des préférences culturelles, les travailleurs chinois faisaient venir des fournitures de villes comme San Francisco, car les repas standards à base de viande bouillie et de pommes de terre proposés aux Irlandais ne leur plaisaient pas. Cependant, les propriétaires voyèrent cette disparité comme un avantage stratégique. Les travailleurs irlandais, de peur d'être remplacés par les ouvriers chinois, ont arrêté de réclamer des augmentations de salaire, mettant fin aux demandes d'une meilleure rémunération pour toute la main-d'œuvre. Maintenant, les travailleurs avaient une énorme tâche devant eux. 15 tunnels devaient être percés à travers les montagnes. Au début, les travailleurs creusaient des tunnels avec des outils manuels tels que des marteaux et des burins. Les gestionnaires ont vite compris que cette méthode ralentirait grandement les progrès, mais une nouvelle substance faisait justement l'actualité. Le lundi 16 avril 1866, un travailleur du bâtiment Wells Fargo à San Francisco a tenté d'ouvrir une caisse qui fuyait. Quelques instants plus tard, le bâtiment a été anéanti par une énorme explosion qui a tué tout le monde à l'intérieur et a secoué les structures par ailleurs à plusieurs mètres de distance. La caisse contenait de la nitroglycérine. Cette substance volatile, inventée en 1847 et récemment raffinée par Alfred Nobel, était un produit révolutionnaire, mais mortel. Sa puissance était inégalée, mais son imprévisibilité l'était aussi. La nouvelle de la dévastatrice explosion de nitroglycérine à San Francisco a atteint les dirigeants du Central Pacific et inspiré une idée dangereuse. Ils ont réalisé que cette substance volatile pourrait être utilisée pour faire sauter les murs de granit qui bloquaient leur progression. Pour réaliser le plan, des ouvriers chinois se sont balancés à des milliers de pieds au-dessus du sol dans des paniers en roseau, tissés de manière traditionnelle, descendant le long de falaises de granit abruptes. Suspendus en plein air, ils ont taillé des trous dans la roche, inséré de la nitroglycérine et de la poudre noire, allumé la mèche et ont fait confiance à leurs collègues tenant les cordes pour les remonter à temps. Tragiquement, les erreurs étaient courantes et la mort est devenue une part beaucoup trop fréquente du travail. De tous les obstacles, le col d'honneur était le plus difficile de tous. Les travailleurs ont dû creuser à travers 1659 pieds, soit plus de 500 mètres, de granit massif, soit plus d'une fois et demie la hauteur de la tour Eiffel, et ce, à une altitude de 7000 pieds. Alors que la neige les martelait pendant l'hiver, le travail progressait lentement. 14 pouces ou 35 cm par jour, les travailleurs peinant à briser la roche. Entre-temps, le froid glacial et les avalanches ont fait des dizaines, voire des centaines de morts. Confrontés à l'immense défi de creuser à travers le granit au col de Donner Summit, les travailleurs ont conçu une solution innovante. Ils ont creusé un puits vertical de 75 pieds directement dans le tunnel. Cela a pris à lui seul 3 mois épuisants à accomplir. Une fois le puits terminé, il a permis aux équipes de creuser de l'intérieur vers l'extérieur, ainsi que de l'extérieur vers l'intérieur, doublant ainsi efficacement le rythme des travaux. Les progrès ont augmenté à 28 pouces par jour, une amélioration significative dans l'une des sections les plus difficiles du chemin de fer. En tout, la construction du passage a coûté entre 150 000 $ et $1 million par mile. Pour couronner le tout, l'équipe a également dû construire de grands abris à neige en bois sur une distance de 40 miles pour garder la zone de construction et de voies libres d'avalanches et de congères, qui pouvaient atteindre des dizaines de pieds de haut. Après 15 mois éprouvants, les tunnels du sommet de Donner Pass ont été achevés. Mais les travailleurs chinois ont décidé qu'ils en avaient assez de risquer leur vie, de travailler dans des conditions terribles et d'être moins payés que leurs collègues blancs. Ils se sont mis en grève. Dans un geste choquant et inhumain, les dirigeants de l'entreprise ont retenu la nourriture jusqu'à la fin de la grève. Mais c'était le premier signe parmi tant d'autres à venir, que les travailleurs étrangers ne se laisseraient pas exploiter sans réagir. Tandis que le chemin de fer Central Pacific avançait à un rythme agonisant, le chemin de fer Union Pacific a finalement réussi à démarrer.
En 1864, le Congrès a modifié la Pacific Railway Act pour octroyer plus de fonds et de terres aux entreprises travaillant sur la voie ferrée. Ils ont également repoussé jusqu'à 1865 la date limite pour les 50 premiers miles de voie nécessaires à l'obtention de la concession de terre. Cela a permis à Union Pacific de reprendre les travaux. L'un des autres problèmes qui avait retardé la construction à partir d'Omaha était le manque de main-d'œuvre. Il était plus difficile de faire venir des Chinois de Chine jusqu'à la rivière Missouri, donc l'Union Pacific Railroad ne pouvait pas adopter la solution de Central Pacific. Mais une fois la guerre civile terminée, un grand nombre de soldats se sont retrouvés sans armée et sans emploi. Les Afro-Américains fraîchement affranchis avaient aussi besoin d'emploi. Saisissant l'opportunité, Union Pacific Railroad a embauché des anciens combattants de la guerre civile et des Américains noirs, ainsi que des immigrants irlandais, italiens et allemands du Nord-Est, pour compléter sa main-d'œuvre et faire avancer la construction. Bien que les travailleurs de Union Pacific aient eu l'avantage de traverser les plaines apparemment infinies du Midwest, le terrain présentait ses propres défis. D'abord, la pose de voies nécessitait d'énormes quantités de bois et d'autres ressources. Ces matériaux devaient être transportés depuis le fleuve Missouri sur de grandes distances pour atteindre les chantiers sur les prairies, créant d'importants défis logistiques. Les travailleurs étaient également fréquemment attaqués par les tribus amérindiennes. Pour les peuples indigènes des plaines, les chemins de fer symbolisaient une menace directe pour leurs terres, leurs ressources et leur mode de vie, exacerbant encore des relations déjà tendues. Au milieu du XIXe siècle, les politiques du gouvernement américain à l'égard des populations indigènes, comme le déplacement forcé des tribus de leurs terres ancestrales, exemplifié par la piste des larmes, avaient créé une profonde méfiance et hostilité. Cette tension débordait souvent en confrontations violentes le long du tracé du chemin de fer. Les Amérindiens étaient justement méfiants à l'égard de ce nouveau projet piloté par le gouvernement qui traversait leurs terres. Ils craignaient que le chemin de fer ne menace leurs terres et leur mode de vie. Malheureusement, ils n'avaient aucune idée de à quel point ils avaient assez raison. Pour les compagnies ferroviaires, les peuples autochtones étaient aperçus comme des entraves au progrès. En réponse aux raids fréquents, le gouvernement américain a déployé des leaders militaires, comme le général William Tecumseh Sherman, pour réprimer la résistance et protéger les efforts de construction. L'approche de Sherman à la résistance indigène était marquée par une violence brutale et sans excuse. Sa citation infâme de 1867 résume son attitude. Citation : « Plus nous pourrons tuer cette année, moins nous aurons à être tués l'année prochaine. » Les escarmouches le long de la route de construction du chemin de fer étaient restées fréquentes. L'armée américaine se heurtant aux tribus Sioux, Arapaho et Cheyenne, dont les terres étaient envahies. L'armée américaine a également recruté l'aide de guerriers Pawnee, qui avaient de longs conflits avec certaines des autres tribus de la région. Ces batailles se sont souvent transformées en tragédies horrifiques. L'un des plus infâmes était le massacre de Sand Creek, au Colorado, où les forces de l'armée américaine ont attaqué un village Cheyenne, tuant environ 150 à 200 personnes, dont beaucoup étaient des femmes et des enfants. En représailles, les guerriers Cheyennes ont lancé une attaque contre les soldats stationnés à Fort Rankin à Julesburg, Colorado, intensifiant le cycle de violence le long de la route de construction. Alors que les voies se traversaient de l'ouest, les Amérindiens sabotèrent également les travaux ferroviaires. Ils ont déraillé des voitures à main, retourné les pistes elles-mêmes et empilé des traverses entre elles pour créer des barrages et attaquer les établissements blancs qui avaient surgi le long de la route. Alors que les voies se traversèrent l'ouest, des villes provisoires surgissaient en suivant les travailleurs du chemin de fer. Ils avaient des forges, des cabinets de médecins et d'autres magasins parfois installés dans des structures en bois temporaires, d'autres fois dans des tentes. Mais ils sont devenus célèbres pour leurs offres moins saines, principalement le jeu et la prostitution. Ces établissements étaient surnommés les villes de l'enfer sur roues, car ils s'adressaient à des groupes de jeunes hommes célibataires, avec de l'argent en poche et rien à faire après le travail. Certaines de ces installations temporaires se sont transformées en grandes villes à travers les grandes plaines, comme Cheyenne et Laramie au Wyoming. À ce stade, malgré leur départ tardif, la compagnie Union Pacific avançait 4 fois plus vite que le Central Pacific, ce qui a rendu ce dernier encore plus déterminé à rattraper son retard. En 1866, le Congrès a modifié une nouvelle fois la Pacific Railway Act et mis de côté le point de rencontre spécifique. Ils ont dit aux entreprises de construire autant de voies ferrées qu'elles le pouvaient. L'entreprise qui construirait le plus recevrait le plus d'argent et de terres. Cela a mis la compétition entre les deux entreprises en surchauffe. L'Union Pacific a décidé de battre un record, en posant 8 miles de rails en une journée. Le Central Pacific a entendu parler de cet exploit,
grâce à la magie du télégraphe, et a décidé qu'ils poseraient 10 miles en une journée pour battre leurs rivaux. 8 travailleurs ont posé plus de 3500 rails, tandis que leurs collègues ont planté environ 28 000 pointes et posé 25 800 liens en même temps. Chaque pointe prenait généralement environ 1 minute à un travailleur qualifié pour être enfoncé dans le sol. Donc la production de ce jour-là équivalait à presque 20 jours de travail d'un seul travailleur. Mais même avec cette nouvelle incitation, le paysage de l'Ouest restait toujours intimidant. De grands défis se profilaient, à savoir dans les ravins et les rivières qu'il fallait traverser. La construction de ponts à l'époque n'était pas destinée à transporter des locomotives à vapeur pleines de passagers et de fret. Les passages en bois fléchiraient dès le premier voyage en train. Les ingénieurs devaient concevoir un nouveau design. Heureusement, William Howe avait breveté un nouveau dessin de treillis pour les ponts qui pouvaient supporter de lourdes charges. Il utilisait une quantité relativement faible de bois pour le soutien qu'il fournissait, et ajoutait du fer dans le mélange. Les ouvriers construisaient des triangles de bois et de fer empilés les uns contre les autres de manière imbriquée, qui apportait un soutien majeur même aux ponts les plus hauts et les plus longs de l'époque. Le chemin de fer du Pacifique central, cherchant à obtenir plus de fonds et de terre, faisait face à des retards fréquents dans la livraison du fer pour la construction. Certains de leurs ponts, conçus pour inclure du fer pour le soutien structurel, ont donc été construits à la hâte avec du bois. Ce raccourci n'était pas unique au chemin de fer du Pacifique central. Union Pacific a fait face à des défis similaires. Des travaux comme le pont de Dry Creek, construit par le chemin de fer du Pacifique central, et le pont de Dale Creek, par l'Union Pacific Railroad, faisaient pour partie de ceux qui ont dû être reconstruits avec du fer, après la fin des travaux du chemin de fer, pour garantir la sécurité à long terme. Une fois que le Central Pacific a franchi les Sierras presque impénétrables, leurs travaux ont avancé rapidement face à la grande cuvette relativement plate. Union Pacific, pendant ce temps, était bloqué dans les montagnes au nord-est du Grand Lac Salé. Alors que les travailleurs de Central Pacific avançaient rapidement vers l'Utah, leurs progrès n'ont fait qu'intensifier la rivalité avec Union Pacific. Les deux entreprises, désireuses de se devancer, n'arrivaient pas à s'entendre sur un lieu de rencontre. Dans leur détermination à revendiquer autant de terres et de financement que possible, les deux entreprises ont commencé à arpenter et même à aménager des terres au-delà des pistes achevées de chacun. Si elles n'avaient pas été forcées de s'arrêter, elles auraient probablement continué à construire l'une au-delà de l'autre, ignorant l'objectif initial d'un chemin de fer unifié. Ainsi, en mars 1869, alors que les deux voies étaient à quelques kilomètres l'une de l'autre, le président Ulysses S. Grant a menacé de retenir les fonds jusqu'à ce que Central et Union Pacific se mettent d'accord sur un point de rencontre. Ils ont finalement opté pour le sommet du promontoire. Le 10 mai 1869, pendant que les travailleurs posaient le dernier ensemble de rails, les trains qui les suivaient de près se rapprochaient lentement l'un de l'autre. Pour commémorer le raccordement des rails, un pic en or de 17,6 carats a été créé, un cadeau d'un homme d'affaires californien pour marquer l'occasion historique. Leland Stanford, l'un des 4 grands, a eu l'honneur de conduire le dernier pic. Cependant, dans un moment moins que gracieux, son coup a raté et a frappé le lien à la place. Thomas Durand, arrivé avec la gueule de bois, a tenté sa chance ensuite, mais n'a pas réussi à toucher du tout le pic. Au final, c'est un ouvrier du chemin de fer qui est intervenu pour achever la tâche, assurant que les voies étaient finalement reliées, un moment symbolique du travail et de l'effort qui ont véritablement construit le chemin de fer. Le chemin de fer transcontinental était achevé. En somme, Union Pacific avait posé plus de 1086 miles de voies à partir d'Omaha, et Central Pacific avait posé 690 miles de voies à partir de Sacramento. L'histoire a été faite. L'achèvement du chemin de fer transcontinental a transformé la vie aux États-Unis, remodelant l'économie, la société et la géographie de la nation de manière difficile à comprendre pleinement aujourd'hui. Il a relié les côtes, ouvert de nouvelles frontières, et alimenté une croissance et une prospérité sans précédent, jetant les bases des États-Unis modernes. Des ressources, des biens et des personnes ont commencé à faire la navette entre les deux côtes du pays à une échelle jamais vue auparavant, et à un coût inférieur de 85% par rapport au voyage en diligence. Un voyage relativement risqué qui prenait auparavant des mois était maintenant réduit à une seule semaine. En 1870, un voyage de New York à San Francisco prenait 5 à 7 jours en train, et les billets se vendaient pour 65 $ par personne ou 136 pour la première classe. Auparavant, les gens dépensaient près de 1000 $ pour aller à l'ouest depuis New York, et le voyage prenait 3 fois plus de temps que le premier voyage de Columbus en Amérique.
La Californie est passée d'un pays semi-frontalier à l'un des États économiquement les plus importants des États-Unis. De nombreux États de l'Ouest et du Midwest sont devenus plus peuplés par les Américains d'origine européenne et les immigrants, car plus de 7000 villes infernales, sur roues, arrêts d'eau et dépôts de l'Union Pacifique se sont transformées en villes et villages permanents. L'achèvement du chemin de fer transcontinental a entraîné une innovation inattendue. Les fuseaux horaires. Avant le chemin de fer, plus de 8000 villes de l'ouest des États-Unis fonctionnaient à leur propre heure locale. Cette mosaïque d'heures locales rendait presque impossible la coordination des horaires des trains. Pour résoudre ce problème, l'industrie ferroviaire a poussé le pays à adopter des fuseaux horaires standards. Mais peut-être plus impressionnant encore, le chemin de fer a uni les États-Unis, comme un pays, mentalement, autant que physiquement. Le voyage à travers le pays qui semblait autrefois si intimidant est devenu un court trajet, rapprochant davantage l'Est et l'Ouest, tant en apparence qu'en réalité, comme jamais auparavant. Mais le coût humain du projet fut tragique. Bien que les entreprises n'aient pas bien conservé les registres des décès et des blessures sur le lieu de travail, les historiens estiment qu'entre 1000 et 1200 travailleurs sont morts lors de la construction du chemin de fer transcontinental. La plupart d'entre eux étaient des travailleurs chinois qui ont été discriminés et chargés des travaux les plus dangereux. Pire encore, les craintes des tribus amérindiennes de la région se sont concrétisées de manière horrifique. Des colonies blanches ont afflué vers des terres autrefois indigènes, créant plus de pression gouvernementale sur les peuples indigènes pour qu'ils déménagent, et plus de conflits entre les colons et les Amérindiens. Le chemin de fer a également décimé les populations locales de bisons, une source majeure de nourriture, de vêtements et d'autres produits essentiels à la vie pour les tribus des prairies. Les bisons ne traversaient pas la voie ferrée, ce qui a coupé beaucoup d'accès à la nourriture et à l'eau. De plus, les entreprises ont commencé à faire de la publicité pour des expéditions de chasse aux bisons à l'ouest, beaucoup d'entre elles se déroulant depuis le train lui-même, les gens tirant sur les troupeaux depuis le confort de leur siège. Cela a anéanti des millions de bisons, conduisant à leur quasi-extinction à la fin du IXe siècle. Avec leurs sources locales de nourriture et de revenus dévastés, les tribus ont été affaiblies et incapables de résister beaucoup aux colons blancs qui envahissaient leurs terres. En ce qui concerne les hommes qui ont achevé le chemin de fer, il a fallu plus d'un siècle pour que la contribution des travailleurs immigrants, en particulier des ouvriers chinois et des Américains noirs, soit véritablement reconnue. Sur les photos de célébration, précisément à Promontory Point, presque tous les travailleurs non blancs sont hors du cadre. Le chemin de fer, aux yeux du monde extérieur, semblait être l'accomplissement principalement des Américains blancs, même si ce n'était pas du tout le cas. On estime qu'entre 13 000 et 20 000 travailleurs chinois ont contribué à la construction du chemin de fer transcontinental. Malgré leur rôle crucial dans l'achèvement de ce projet monumental et les années de discrimination qu'ils ont subies, leurs efforts n'ont pas été accueillis avec gratitude, mais avec encore plus d'injustice. En 1882, la loi d'exclusion des Chinois a été adoptée, interdisant aux immigrants chinois de devenir citoyens américains. Cette loi a marqué la première grande loi fédérale à restreindre l'immigration sur la base de la nationalité, marginalisant encore plus les travailleurs qui avaient aidé à façonner l'avenir de la nation. Le chemin de fer transcontinental a été une réalisation massive et un accomplissement impressionnant qui a changé le cours de l'histoire, bien qu'il n'ait pas eu lieu sans des effets négatifs à long terme et un côté sombre significatif. Merci de m'avoir rejoint aujourd'hui. J'espère que la vidéo vous a plu. Pour en voir plus du même genre, pensez à vous abonner et activer les notifications. Ça fait vraiment une différence. Merci encore. À la prochaine sur MadPack.